Marc Ferracci. Bonjour. Vous ne roulez pas en Tesla ? Non, pas du tout. Toujours pas. Bon. Emmanuel Macron reçoit donc tout à l'heure à Paris les chefs d'état-major de pays européens qui sont prêts à aider à cette future paix en Ukraine. Jeudi, ce sera au tour des industriels de l'armement d'être reçus là également à Paris. Est-ce qu'il faut aller vite, fort ? Est-ce qu'il y a urgence, Marc Ferracci ? En tout cas, il faut s'adapter à une donne qui a changé. Et ça, il faut le faire effectivement assez vite. La donne, elle a changé du fait de l'agression russe en Ukraine. Elle change aussi parce que notre allié américain montre des signes d'imprévisibilité, d'instabilité. Il pourrait se retirer d'un certain nombre d'actions communes, menées notamment au sein de l'OTAN. Et donc, face à cette nouvelle donne, eh bien, il faut s'adapter. Il faut s'adapter assez vite. Il faut aller vers ce que le président Macron appelait l'autonomie stratégique dès 2017. Il faut quand même se rappeler que cette vision, elle vient de loin. Et ça suppose, eh bien, de sortir d'une forme de dépendance. Ça suppose d'investir dans notre défense, dans notre force de dissuasion, non pas pour faire la guerre, parce que nous ne sommes pas en guerre, mais bien pour garantir la paix. Sauf que, Marc Ferracci, l'indépendance militaire de l'Europe, on en est encore très loin. Regardez ce chiffre qui a été publié hier. Les pays européens membres de l'OTAN dépensent plus de 60% de leur armement aux États-Unis, en achetant de l'armement américain. Ce chiffre, il a doublé en 5 ans. Est-ce que l'importation d'armes américaines, comme ça, on peut s'en passer ? Est-ce que l'Europe peut être moins dépendante des États-Unis ? Ce qui est certain, c'est qu'il faut aller vers moins de dépendance. Pourquoi ? Parce que quand vous achetez des armes américaines, eh bien vous courez le risque de ne pas pouvoir les utiliser parce que ça dépend du bon vouloir sur certains systèmes d'armement de celui qui vous a vendu les armes. C'est le cas sur les F-15 par exemple, les avions de chasse. Les F-35, les F-15, tout à fait. Donc on a besoin en Européens d'avoir une stratégie commune, une stratégie qui est évidemment une stratégie qui engage le long terme parce que vous avez raison de dire que ça prendra du temps de reconstruire à l'échelle européenne une base industrielle de défense très forte. Écoutez, ça c'est d'abord aux militaires d'exprimer les besoins et ensuite aux industriels et aux financiers de répondre aux besoins. Mais ce que je veux vous dire, c'est qu'en France, nous sommes le pays qui est le mieux positionné par rapport à cette base industrielle de défense. Deuxième exportateur d'armes après les États-Unis. La France. Tout à fait. Nous avons une base industrielle composée de 4000 entreprises avec des grands donneurs d'ordre, de grandes entreprises, mais aussi un tissu de PME très actif. C'est 200 000 personnes qui travaillent dans la défense. Et ça, c'est un atout. C'est un atout que nous devons aussi au mouvement de réindustrialisation que nous avons mené ces dernières années et que nous allons poursuivre parce que un certain nombre d'entreprises dans cette base de défense travaillent à la fois pour l'armée et pour le civil. Mais est-ce que la France, justement, a la capacité industrielle de faire mieux, de devenir le principal fournisseur, notamment en armement, des pays européens ? Ce qui est certain, c'est que la France est très bien positionnée. Évidemment qu'on peut faire mieux. On a d'ailleurs déjà commencé à faire mieux. En 2022, quand la Russie attaque l'Ukraine, eh bien, le président de la République a mis les industriels de défense français sous pression, si je puis dire, et leur a donné un cahier des charges qui a abouti à ce qu'on multiplie par 3 la production de canons, César, qu'on multiplie par 4 la production de missiles. Donc on voit qu'on est capable de monter en charge, qu'on est capable de monter en volume. Maintenant, il faut des financements, il faut de la visibilité sur les commandes pour permettre à nos industriels de s'engager dans des investissements. Des financements, de la visibilité. Est-ce que ces entreprises ont également les moyens d'investir, notamment aussi en termes de recrutement ? Est-ce qu'il y a les employés très qualifiés qui sont nécessaires pour ce genre de mission ? Il y en a partout sur notre territoire. Il y en a dans les industries de défense. Il y en a aussi dans les industries civiles qui parfois peuvent agir pour la défense. J'étais il y a quelques jours en Haute-Marne pour saluer la reprise d'une entreprise d'acier qui s'appelle Hachette et Drioux. C'est 300 salariés qui sont sauvés, dont le modèle économique est pérennisé, qui va se repositionner sur les enjeux de la défense et du nucléaire. Et je peux vous dire que les gens sont extrêmement qualifiés et qui sont surtout extrêmement engagés. Mais c'est le problème effectivement que vous êtes en train de pointer, c'est qu'en fait pendant ce temps, on dit effectivement faut faire mieux, faut produire plus, mais certaines entreprises sont en grande difficulté. Vous citiez effectivement cette entreprise que vous avez visitée. Il y en a une autre qui attend effectivement la main de l'État. C'est le cas de Vancorex. Alors c'est dans l'Isère, c'est une société qui alimente le nucléaire civil et militaire et qui est placée en redressement judiciaire qui a quelques mois seulement pour retrouver un repreneur. Et vendredi sur ce plateau, la patronne de la CGT, Sophie Binet, vous demandait de nationaliser temporairement Vancorex. Est-ce que vous allez le faire ? Alors non, le Premier ministre l'a déjà dit, on ne va pas nationaliser cette entreprise. Pourquoi ? D'abord parce que c'est une entreprise qui, comme beaucoup d'entreprises de la chimie, est confrontée à une concurrence extrêmement difficile de la part des Chinois et son modèle économique est compliqué et donc les pertes qui seraient générées dans les prochaines années sont très importantes. Et puisque vous évoquez ces sujets de souveraineté, le nucléaire et les industries de défense, eh bien nous avons pris toutes les précautions en lien avec le ministère des Armées, mes propres équipes, et en lien également avec les entreprises qui sont en aval, c'est particulièrement le cas de Framatome, pour s'assurer que les possibilités d'approvisionnement dans les composants essentiels à la production seraient toujours préservées, même du fait des difficultés, même dans le contexte des difficultés de Vancorex. Mais pour cette entreprise Vancorex, comme pour les d'autres qui sont en difficulté, est-ce que la situation qui a changé, vous le dites depuis maintenant une semaine, ne nécessite pas qu'on fasse d'autre chose que
on vienne en aide même temporairement pour aider ces entreprises? Mais vous savez, il faut d'abord raisonner au cas par cas. D'abord, chercher des solutions industrielles. Ici, il y a des solutions industrielles qui peuvent être trouvées sur les approvisionnements. Et ensuite, il faut soutenir de manière plus générale nos filières. La filière de l'acier, la filière de la chimie, elles se soutiennent au niveau français, mais aussi au niveau européen. Elles sont confrontées, je le disais, à une concurrence très dure. Moi, j'ai organisé il y a quelques jours à Bercy un sommet européen sur l'acier pour soutenir notre filière sidérurgique qui a besoin de plus de protection commerciale vis-à-vis, par exemple, de l'acier chinois qui est massivement subventionné. Ce sera la même chose pour la chimie. Et donc, on a une approche à la fois dossier par dossier, on regarde au cas par cas, et parfois on soutient les entreprises quand elles ont besoin d'être soutenues, mais on a aussi une approche européenne et une vision globale pour soutenir notre industrie. Alors justement, produire, c'est une chose, avoir les commandes qui suivent, c'en est une autre. Et quand on regarde le rapport Draghi sur la compétitivité en Europe, qui a été publié il y a quelques mois seulement, en septembre dernier, il montre notamment qu'il faudrait pour les industries européennes de défense de passer à des commandes communes, que tous les pays européens se mettent ensemble et pas chacun dans son coin. Est-ce qu'on va vers ce genre de philosophie pour l'industrie européenne? Alors ça c'est des décisions qui seront envisagées, discutées dans les prochains jours. Et moi, je ne vais pas me positionner là-dessus parce que ça n'est pas mon registre. Pour les entreprises que vous défendez? Je pense qu'il y a déjà l'enjeu qu'on évoquait tout à l'heure d'acheter européen. Et d'ailleurs, la politique industrielle européenne, qu'elle soit de défense ou plus large, a fait des pas en ce sens, puisque des annonces ont été faites avec le principe d'une législation qui va s'appeler le Buy European Act, c'est-à-dire acheter européen. Il faut déjà que tous les pays sortent de la dépendance vis-à-vis de fournisseurs dont on disait tout à l'heure qu'ils sont moins fiables, moins stables qu'ils ne pouvaient l'être. C'est notamment le cas des États-Unis. Marc Ferracci, vous êtes aussi ministre en charge de l'énergie après l'invasion de l'Ukraine par la Russie. C'est vrai que la Commission européenne avait fixé comme objectif de se passer complètement du gaz russe à partir de 2027. On en est où aujourd'hui, sachant que la France achetait quasiment l'intégralité de son gaz à la Russie il y a encore quelques mois, quelques années? Est-ce qu'on consomme encore aujourd'hui beaucoup de gaz russe? Alors, il y a du gaz russe qui rentre en Europe et qui d'ailleurs parfois rentre par la France parce que nous avons des terminaux méthaniers, mais on se passe progressivement du gaz russe avec l'objectif d'être parfaitement ou quasiment autonome par rapport au gaz russe dans les 3 ou 4 prochaines années. Pourquoi est-ce qu'on a besoin de se passer du gaz russe? Parce qu'on voit bien que cette dépendance, elle coûte très cher. Elle coûte très cher en termes géopolitiques, elle coûte très cher en termes économiques. L'Allemagne l'a expérimenté à ses dépens. Donc nous, notre stratégie, c'est d'abord de diversifier nos approvisionnements en gaz et puis aussi de défossiliser notre économie, c'est-à-dire simplement de consommer moins de gaz. Donc avec plus de nucléaire? Alors, avec plus d'électricité. Notre électricité, elle est à 95% décarbonée parce qu'on a fait le choix du nucléaire d'une part et des énergies renouvelables d'autre part. Ça, c'est une stratégie qui est une stratégie de souveraineté et d'indépendance. Défossiliser notre économie, défossiliser nos consommations, eh bien ça, c'est ce qui nous permettra demain de ne plus dépendre de fournisseurs qui ne sont géopolitiquement pas stables. Pour finir, Marc Ferracci, on parle évidemment des menaces russes. Le président de la République en a longuement parlé. Il a dit clairement à la télévision la semaine dernière. Vous entendez tout de même ceux qui n'y croient pas, qui se disent qu'effectivement, Moscou n'est pas une réelle menace, que les chars russes ne débarqueront pas à Paris et que la Russie, c'est pas vraiment si grave que ça. Vous l'entendez? Vous savez, la menace russe, elle est réelle, elle est multidimensionnelle. Et d'ailleurs, tout le monde le dit aujourd'hui, même les extrêmes, à l'extrême gauche, à l'extrême droite, le Rassemblement national. C'est une menace qui se traduit par des attaques cyber. C'est une menace qui se traduit par des campagnes de désinformation, qui se traduit maintenant, même dans les airs, par des chasseurs russes qui viennent déstabiliser un drone français. Ça a été constaté ces derniers jours. Donc, on voit bien que cette menace, elle est là et elle ne va pas s'arrêter là. La Russie dépense 10% de son PIB dans la défense. Quand on fait ça, eh bien, ça n'est pas pour s'arrêter en chemin. Et donc, il faut se préparer en Européen. Il faut garder son sang-froid. Il ne faut pas agiter les menaces. Il ne s'agit pas de faire peur aux Français, mais il faut encore une fois se préparer à ce qui est devant nous. Marc Ferracci, ministre chargé de l'Industrie et de l'Énergie, qui était l'invité des 4V aujourd'hui.